J'aimerais faire, comme nous avons fait au cours, des épisodes antérieurs, comme nous avons fait à quelques reprises, heu, la genèse, de cette pièce Au retour des oies blanches. J'ai raconté un peu comment m'était venue l'idée de Zone, comment m'était venue l'idée de Chambre à louer et d'autres pièces. Au retour des oies blanches, le sujet m'est venu de certaines images que j'avais rapportées de Québec. Lors d'un voyage alors que j'étais journaliste à Perspective. J'étais allé un dimanche matin à l'île d'Orléans, un dimanche d'octobre ensoleillé, très beau temps à cette époque de l'été indien. Et j'avais vu euh, des voliers d'oies blanches s'abattre par milliers sur les battures de l'île d'Orléans, sur les hauts fonds de l'île d'Orléans. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un spectacle aussi beau et que je voyais ce spectacle-là. C'était comme une tombée de neige. C'était comme dans ce soleil d'octobre qui était encore très chaud. Tout à coup, une tombée de neige sous forme d'oiseau. Le soir, je suis rentré à Québec et je suis allé chez les amis dans une réception. Et il y avait au mur, dans cette vieille maison où nous nous étions réunis, maison de la rue Sainte-Geneviève. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le personnage de Au retour des oies blanches s'appelle Geneviève, parce que l'image me vient d'une maison de la rue Sainte-Geneviève de Québec. Il y avait au mur un tableau de Claude Piché représentant des oies blanches mortes et pendues par le cou. Et je pense que j'ai attendu 3 ans avant que que ces images aient fait véritablement leur chemin en moi. Et avant de les transformer en une pièce de théâtre, en une tragédie très sombre et très cynique au fond, où il est question à la fois euh, de vie intérieure, de drame psychologique, et où il est question aussi, mêlé à tout ça, de politique. Depuis Bilan, Au retour des Hollands, c'était la troisième pièce dans laquelle il était question de politique. Cette série de pièces à incidence politique devait se poursuivre par la suite à travers deux autres pièces, soit Pauvre amour et Un matin comme les autres, dont je veux parler brièvement. Un matin comme les autres est peut-être la pièce la plus dépouillée et la plus statique que j'ai écrite. Je l'ai fait volontairement. Euh, il y a en présence, pendant 2 heures sur scène, deux couples, l'un dans la quarantaine et l'autre au bord de la trentaine. Et deux couples qui voient la vie de façon différente. Et ils s'affrontent, et ils se mêlent, ils, euh, ils jouent le jeu dangereux de la partie carrée, et tout cela se termine dans une sorte d'amertume sordide, mais aussi avec une sorte de cri d'espoir vers la fin. Et c'est la première fois et la seule fois, non, c'est pas la seule fois, mais c'est la première fois qu'au théâtre, il y avait dans une pièce un personnage français, c'est-à-dire un personnage d'outre-frontière, d'outre-mer, venu de France. Ce qui m'amène à parler de la langue au théâtre. Dans les premières années, comme je l'ai déjà dit au préalable, je ne me souciais très peu de la langue. J'essayais de faire parler mes personnages le plus près possible de ce qu'on entendait dans la vie. On m'accusait de faire de la photographie, de la linguistique. Euh, je m'en étais très peu soucié, sauf à l'époque où j'ai écrit le barrage, où je voulais prouver à moi-même et peut-être aux autres que je savais écrire en français aussi. Mais ayant été un de ceux qui avaient pris au sérieux les insolences du frère Untel à l'époque, je me suis mis à réfléchir beaucoup sur ce qu'était qu'une langue pour un peuple. Et je pensais à toutes ces luttes que nous avions livrées dans le passé, depuis des siècles d'ailleurs, pour préserver cette langue et qui, malgré tout, s'était corrompue de façon à devenir quasiment méconnaissable. Et après avoir lu des lettres
après avoir eu des témoignages de personnes très âgées, sur l'état de la langue, par exemple, vers la fin du 19e siècle, de personnes non instruites et qui parlaient et qui écrivaient beaucoup mieux que nous, je me suis dit que ce pourrissement de la langue était dû probablement à l'industrialisation des grandes villes et à l'implantation des grandes compagnies américaines ou anglophones dans la province de Québec. Alors, je me suis dit, moi, personnellement, je n'ai jamais cru que le joual était une langue. Ça ne vaut pas plus que le créole, ça ne vaut pas plus que le sabir. Personnellement, je crois qu'on peut l'utiliser. Je crois qu'un auteur dramatique a tous les droits et tous les privilèges d'utiliser le joual. C'est pour en arriver à, à donner une force à ces personnages, à donner une couleur précise à ces personnages, à impliquer ces personnages dans une réalité brutale, comme Tremblay l'a très bien réussi à le faire avec Les Belles-Sœurs, comme il a réussi à le faire encore mieux avec À toi pas toujours, ta Marie-Lou. Mais là où où j'en suis, où je suis contre le voile, c'est de voir que des intellectuels, tout à coup, virent leur capot et se mettent à prêcher en faveur du voile comme étant la langue québécoise, alors qu'au fond, le voile est un phénomène montréalais, purement montréalais et périphérique à Montréal, si vous voulez. Je sais très bien qu'il y a des pièces en joual que, par exemple, certaines compagnies vont amener en tournée à travers la province et qui sont très mal reçues. Par exemple, dans le lac Saint-Jean, en Gaspésie, les gens ne parlent pas le joual, ils parlent un Québécois peut-être vieillot, un Français vieillot, mais je trouve que la langue québécoise, ce n'est pas la langue montréalaise. Alors, et puis à part ça, je me suis dit, une langue, c'est le véhicule de la pensée. Et si on se sert de la pensée pour écrire, et si on se sert de son esprit pour écrire, je crois qu'on doit tendre nécessairement à arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer avec la plus grande clarté possible. Et pour moi, la clarté se trouvait justement dans la recherche d'une langue claire et précise. Alors c'est pour ça un peu que j'ai écrit les trois dernières pièces dont je viens de parler, Au retour des oies blanches, Un matin comme les autres, Pour amour. Avec Bilan et avec Les Beaux Dimanches, ce sont des pièces dans lesquelles on trouve des incidences politiques. Des incidences politiques. Si c'était à recommencer, ces incidences politiques seraient exprimées d'une façon moins directe, euh, beaucoup plus en souplesse, pour qu'elles tiennent moins compte de l'actualité au moment où où j'ai écrit ces pièces-là, pour qu'elles soient plus durables. De toute façon, ce qui est fait, et je ne regrette pas. Et je crois que le thème politique, surtout actuellement, les problèmes politiques des pays, les problèmes politiques du monde entier sont d'excellents sujets de pièces de théâtre ou d'œuvres romanesques. Mais je ne crois pas, par exemple, que l'on doive faire l'analyse du phénomène linguistique québécois à travers les travaux des sociologues. Je juge pas mal tous les sociologues, mais je crois que beaucoup de sociologues sont des parasites de la littérature et qu'au fond, eux, peut leur, ça leur est égal de détruire une langue si c'est pour prouver un phénomène sociologique quelconque. Mais de toute façon, il revient aux écrivains de protéger une langue, de l'enrichir. En enrichissant une langue, on s'enrichit soi-même, ou vice-versa. Après avoir parlé de langue, cela m'entraîne à parler d'auteurs américains qui m'ont influencé et pour lesquels j'ai eu beaucoup d'admiration. Tennessee Williams d'abord, qui est un admirable dramaturge nomade, euh, un poète, un homme qui a su écrire autant des nouvelles, des récits que des pièces de théâtre. Et Arthur Miller, un grand écrivain aussi, qu'on a trop vite identifié comme étant des auteurs américains qui écrivaient du slang.
Euh, Parce que je me suis rendu compte qu'en lisant Williams et Miller, on a l'impression de lire tout simplement du slang américain. Mais quand on traduit leurs pièces, l'impression est tout à fait différente. La langue d'Arthur Miller, par exemple, dans Mort d'un commis voyageur, est une langue littéraire et structurée. Ce n'est pas un slang bon marché, ce n'est pas n'importe quelle langue. Je crois que Death of a Salesman en Angleterre sera aussi bien comprise d'un bout à l'autre et mot à mot qu'une pièce de Shakespeare. Parce que Arthur Miller, tout en donnant l'impression d'avoir écrit du slang, a écrit une langue structurée, une langue littéraire. Ainsi a fait Tennessee Williams. Je parle de ces deux-là parce que je me souviens que dans les débuts, pour justifier la façon que moi-même j'écrivais, de la façon que moi-même j'écrivais, je disais, ben, prenez Miller, prenez Williams, ce sont des écrivains américains qui se sont débarrassés de leur mère patrie, l'Angleterre, et qui écrivent le langage américain tel qu'il se parle. J'étais dans l'erreur. D'autres, aujourd'hui, disent exactement la même chose que moi pour se justifier d'écrire en joual, et ils sont, à mon sens, dans l'erreur. J'ai aussi fait d'autres expériences sur le plan de traduction, comme par exemple, je pense à la pièce Two for the Seesaw de Gibson, un Américain aussi. À la lecture, cette pièce m'a paru très simple à traduire, très facile à traduire. Elle était écrite cependant dans un slang new-yorkais, spécifiquement new-yorkais et spécifiquement juif new-yorkais. Et lorsqu'est venu le moment, évidemment, de la traduire, je ne suis jamais parvenu à une traduction convenable parce que je n'arrivais pas à trouver les équivalences de ces choses bizarres qu'on trouvait dans ce langage, qui est en fait un langage très hermétique au fond et très étroit. Et ce n'est pas une langue, un langage spécifique, un langage donné, comme le joual montréalais, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une langue. Alors, je pense qu'il faut faire beaucoup la distinction entre ce qu'on appelle un langage et une langue. Et puis, je pense que promouvoir le joual au Québec comme étant le langage des Québécois, c'est inculquer aux jeunes de fausses notions. C'est leur apprendre les chemins de la facilité. Et c'est les conduire à une certaine indigence d'esprit qui est déplorable. Écoutez, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus de vocabulaire, ils ne s'expriment plus que par certains mots très rares qui n'appartiennent qu'à eux, qui sont complètement en dehors des grandes réalités de la vie. C'est priver les gens de la vie même que de les priver d'une langue. Une langue, c'est pas nécessaire parce qu'elle soit née ailleurs que chez soi qu'on doive la mépriser. Écrire, c'est faire un choix. Moi, quand j'ai commencé à écrire des pièces, quand j'ai commencé à présenter mes pièces devant le public, quand j'ai vu qu'il y avait un public pour les recevoir, je me suis dit, bon, mais voici, j'ai trouvé mon audience. Euh, donc, j'ai choisi. Je n'ai pas tenté de sortir du Québec ou de sortir de mon milieu pour aller ailleurs, pour gagner de façon plus avantageuse ma vie. Je lisais récemment un petit livre d'Hemingway où il parle de ses premières années d'écrivain lorsqu'il était à Paris, qu'il vivait avec sa femme à Paris. Il pouvait gagner facilement son existence simplement en écrivant des articles là-bas et en les envoyant à des magazines américains qui le payaient suffisamment pour qu'il puisse rester là-bas et avoir une vie convenable. Je trouvais ça admirable, ça m'a fait rêver. Et je me disais moi-même que ici, le marché étant restreint, ce serait quasiment impossible pour un écrivain québécois de s'exiler comme ça, de profiter de ses voyages pour gagner en même temps sa vie. Savoir qu'à un certain moment, il va recevoir de tel magazine un chèque à tel endroit du monde et que ça va pouvoir lui permettre de continuer à découvrir des choses qu'il aimerait découvrir. Disons qu'être un écrivain au Québec
euh, et être sincèrement un écrivain au Québec, c'est s'astreindre à certains sacrifices. C'est s'astreindre à un public d'abord qui est limité et c'est s'astreindre à un marché qui est limité. Alors, ceci dit, ça ça me ramène un peu en arrière aussi, au temps où je tentais par tous les moyens d'exprimer quelque chose qui soit authentiquement de moi et que j'étais influencé par mes lectures. J'avais lu beaucoup, presque entièrement l'œuvre de Jean Anouilh, entièrement l'œuvre de Jean Giraudoux, de même que Sartre, Camus. J'admirais beaucoup ces dramaturges, comme j'ai admiré un peu plus tard par la suite Williams et Miller. Ensuite, j'ai eu énormément, j'étais passionné par les romancières anglaises comme Catherine Mansfield et l'auteur dont le nom m'échappe de La nymphe au cœur fidèle, de Constant Nymph, Margaret Kennedy. J'ai été ébloui par un roman anglais aussi d'Elizabeth Bowen qui s'appelle Les cœurs détruits. Mais tout ça, je me disais, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il faut que je renonce à ça. Il faut je sois euh, totalement identifié dans le Québec. Et l'identification, le problème de l'identification québécoise, les Québécois dont on parle continuellement aujourd'hui, comme si on en faisait la découverte, est un problème qui remonte à très, 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 très loin. Je pense à un poète comme Émile Nelligan, par exemple, qui, avant, n'ayant même pas 20 ans, vers la fin du 19e siècle, écrivait dans un tout petit poème Je suis la nouvelle Norvège. C'était peut-être inconscient ce qu'il venait d'écrire, mais ça voulait dire quand même beaucoup. Ça veut dire je ne suis plus la France, je suis un pays du Nord, je suis d'ailleurs. Alors, je pense qu'encore au Québec, nous sommes d'ailleurs. Nous avons besoin de nous avons besoin de nous définir d'une façon plus précise. Mais je ne pense pas que nous prenions toujours les bonnes voies, puisque nous empruntons toujours les mêmes chemins qui mènent toujours aux mêmes impasses. Je pense qu'il faut chercher ailleurs, il faut approfondir ce qui nous appartient, il faut prendre possession de ce qui nous appartient, il faut s'enrichir de ce que nous avons, il faut ne pas avoir peur de se faire valoir depuis de nous faire valoir sans renier nos origines, sans renier notre passé. C'est comme ça qu'on peut arriver à être vraiment soi-même et à pas être continuellement à se remettre en cause. Je pense par exemple à certains de nos auteurs qui ont écrit des choses formidables. Je pense à Gabriel Roy, qui ne s'est pas remise toute sa vie en cause, qui a écrit des œuvres valables, formidables d'ailleurs. Je pense à Bonheur d'occasion, qui s'est mérité le prix Femina vers la fin des années 40 et où c'est véritablement l'œuvre d'une romancière décomplexée qui ne se remet pas en cause intellectuellement, qui se ronge pas les sangs, qui écrit tout simplement, qui fait valoir l'humanité qu'elle connaît et qui fait valoir l'humanité qui est en elle, qui fait valoir les expériences qu'elle a vécues et qu'elle a vues. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. En 1970, j'ai eu 40 ans. J'ai éprouvé à ce moment-là comme un besoin de renouvellement. J'avais à écrire pour la télévision un court feuilleton de 8 épisodes et j'étais tenté depuis longtemps par le roman. Alors, j'ai écrit à ce moment-là entre midi et soir. Entre midi et soir symbolisait un peu cet endroit de la vie où je me trouvais moi-même, c'est-à-dire à mi-chemin entre euh, une jeunesse et une vieillesse. Et je me disais aussi que je sentais en moi véritablement des forces nouvelles pour non pas recommencer ce que j'avais fait, poursuivre ce que j'avais fait, mais avec une tentative de renouvellement. Donc j'ai écrit un roman dont j'étais assez heureux. Je vivais à la campagne et avec une femme que j'aimais beaucoup. Et j'ai écrit ça par les soirs d'hiver. Et les résultats ont été assez heureux. Alors,
Après ça, évidemment, j'ai conçu l'idée, le projet ou le rêve, j'ai fait le rêve de partir pour l'Europe ou ailleurs pendant un an et écrire un véritable roman, un livre qui aurait fait peut-être, qui aurait été peut-être la chronique du Québec depuis les années de la crise jusqu'à nos jours. Mais la maladie m'a repris et j'ai dû retourner à l'hôpital pour une série d'interventions chirurgicales. Et depuis ce temps, j'attends toujours d'être rétabli pour pouvoir continuer parce que je pense que de cœur, je n'ai pas vieilli beaucoup. Il y a des gens que j'aime que je ne vois pas vieillir d'ailleurs, d'autres personnes que je vois vieillir. Mais pour moi, la vie reste une chose qui n'est pas encore, qui est loin d'être accomplie, qui est loin d'être faite. Il reste encore pour moi tellement de choses à découvrir. J'ai eu pendant plusieurs années, j'ai mené une vie bohème pendant plusieurs années. Je regrette pas ces années-là. Je regrette peut-être des choses que je n'ai pas écrites et les voyages que je n'ai pas faits. Mais euh, par contre, j'ai bon espoir que bientôt, je pourrai me remettre très sérieusement au travail et faire de nouvelles choses. Pendant ces années-là, d'ailleurs, pendant les dernières années, depuis 65-66, j'ai commencé une nouvelle œuvre euh, que j'ai écrite occasionnellement, très lentement. C'est une œuvre poétique assez longue, une suite de poèmes qui s'intitule Poèmes de sable. Et il est curieux que la plupart de ces poèmes-là, peut-être les plus valables, aient été écrits pendant des séjours dans des hôpitaux. Le premier remonte d'ailleurs à Villa Medica en 66, alors que j'ai écrit un poème qui a pour titre Manifeste, qui commence ainsi: J'écris pour être parlé et pour qu'il soit possible à mon frère inconnu d'entendre couler mes larmes et ma joie se débattre entre les quatre grilles des prisons de mon rêve. Et par la suite, au cours d'autres séjours à l'hôpital, j'ai écrit encore des poèmes, de longs poèmes, qui feront partie de cette suite qui sera bientôt publiée. Et j'aimerais, si c'est possible, terminer cette série d'épisodes en faisant lecture d'un extrait de poème qui a pour titre Testament, que j'ai écrit aussi dans un hôpital et qui a été lu déjà à la radio par André Lachapelle et Guy Godin. Je vais vous faire la lecture tout simplement d'un extrait de ce poème qui a pour titre Testament. Je te donne mon chant premier, celui de mon émerveillement, des gerbes de printemps et mes bonheurs d'enfant. Je te donne les peupliers de la villa de mon grand-père, quelque part en banlieue près du fleuve ou des rives, les bateaux vagabonds qui font des signes d'adieu. Dans mes carnets d'école, j'ai tracé des pistes et fait des plans qui sont le cheminement de la route folle qui conduit aux étoiles. Et c'est à toi, et c'est à toi aussi, ma chambre sous les toits, quand j'étais à Paris, étudiant crève-peur dans Saint-Germain en fleurs. J'allais près de la Seine où sont assises les péniches, chaque jour de la semaine et aussi le dimanche. Les bateleurs dormaient à midi sur leurs miches de pain, tandis que les filles et les femmes rêvaient au bord des quais, prenant leur douce revanche sur le bonheur absent. C'est à toi, mon pays, ce fleuve qui me ramène, ce flanc crevé de ma carène, par où je vis, par où je meurs. C'est à toi les terres neuves, les rives difficiles, les caps, les archipels, depuis Terre-Neuve jusqu'au Mille-Îles. C'est à toi ce quartier de la ville où survivent les jeux des temps plus heureux. J'étais pauvre, tu sais, et c'est en toute innocence que mon adolescence, au gré des jours, s'achevait. Je n'avais point encore présagé la dure, la cruelle agonie de ma quarantaine, mais il a fallu qu'elle vienne, et ce ne fut pas le paradis. Ce n'est qu'un extrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, je compte publier prochainement. Et
J'ai longuement réfléchi au cours des dernières années à ce qui manquait à la littérature québécoise, et c'est sûrement pas une chose que moi-même j'y apporterai. Je pense qu'il manque des auteurs de la trempe de Camus ou même de Saint-Exupéry. Euh, des auteurs qui sont capables d'emballer la jeunesse et de faire croire aux jeunes ou aux gens en des valeurs euh, qui sont au-delà des valeurs matérielles. Et je pense que le Québec attend justement un grand auteur comme ça, un prophète de génie.